Je peux commencer, fait que je vais alterner entre exercice puis la théorie. Dans le fond, tout ce qui est en jaune ici, c'est les exercices qui sont recommandés pour le thème 3 au MGBDL. Fait on va les survoler, on va voir l'essentiel pour les réussir, puisque c'est ça qui est sujet à examen. Puis si au besoin, j'ai un autre fichier Excel qui c'est plus théorique, fait que je vais compléter selon si nécessaire. Fait on va commencer avec le E5, le premier en jaune. Fait que, dans le fond, ici, on a deux situations. Ça va être deux exercices comme dans un seul. Fait qu'en premier, la situation 1, ça dit qu'au début de janvier 2004, la société Double Auto, elle achète d'une entreprise non liée et durant une transaction normale, elle achète un camion en échange d'un effet à payer de 135 000 qui a une échéance dans 3 ans, puis qui porte intérêt au taux contractuel. Ça, on se rappelle, quand on parle des intérêts contractuels, on parle des intérêts avec lesquels on va calculer le PMT. Que le PMT, c'est le Future Value ou valeur nominale fois les intérêts contractuels. Fait que ça va être utile pour ça. Puis là, ça dit ces intérêts-là, PMT, sont payables les 31 décembre. Puis la juste valeur du camion, c'est 118 214 $. Fait qu'on va s'arrêter ici. On va faire les écritures de 2004 pour le point 1. Fait qu'en premier, nous, dans le fond, on achète un camion. Fait que qu'est-ce qu'on reçoit? Ça va être un camion. Fait qu'au débit, on va mettre matériel roulant ou camion. Les deux, c'est valide. On va y aller avec matériel roulant. Oui, exactement, c'est ça. Un actif qu'on reçoit, fait qu'on va le débiter matériel roulant. Puis, ça, c'était une juste valeur de 118 214. Puis là, ensuite, pour le crédit, ça dit qu'on a acheté le camion, puis en échange, on s'endette. On accepte un effet à payer de 135 000 échéant dans 3 ans. Fait à ce moment-là, le 135 000, c'est le future value de l'effet à payer. Fait qu'est-ce qu'on ferait? On mettrait au crédit effet à payer. « 118,214 ». Fait qu'on regarde les informations pour l'effet à payer. Fait qu'on va voir ici l'effet à payer. J'ai assumé que c'est la même juste valeur que le matériel roulant. Parce que dans le fond, c'est dans une transaction normale avec une entreprise non liée. Fait que normalement, on transite toujours à la juste valeur. Quand on échange, mettons, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas sur le marché, on va toujours faire en sorte que c'est à la juste valeur qu'est-ce qu'on échange. Mais on va vérifier c'est quoi le PV de l'effet à payer. Fait que ouais, vu que c'est une transaction normale, comme qu'ils disent, et qu'une entreprise qui est non liée, ben, on assume que c'est à la juste valeur normalement. Si on échange dans des conditions qui est favorable, gagnant-gagnant pour les deux, fait que normalement, il n'y a pas de profit ou perte. Mais on va vérifier quand même. Fait que, mettons, future value, valeur nominale, c'est 135 000. Ensuite, N, on dit que échéance dans 3 ans, fait que N 3 ans. PMT, ça va être le future value 135 000 fois le taux contractuel de 5%. Fait que 135 000 fois 5% donne 6 750. Ensuite, là, il resterait le I. Le I. Ah, c'est ça l'affaire, c'est que là, ils ne disent pas c'est quoi le taux du marché. Fait que, vu que là, il manque deux variables. C'est difficile en fait, non, ça pourrait pas être au pair parce que si ça serait au pair, c'est comme la future value, ça serait pareil que le PV. Fait que ça serait 135 000 le PV. Mais là, dans ce cas-là, c'est comme si le present value, on assume que c'est la juste valeur du camion. Fait que c'est dans le fond la variable qui manquerait, ce serait le I. Fait qu'on a le present value du. On va voir c'est quoi le I. Fait que le I, ça serait. Fait que le 118 000 de PV, si on le met tout le temps en négatif dans la calculatrice financière. Ouais. 118.
Ça t'a donné combien? Exactement, c'est ça, c'est 10%. Fait que ça va être utile, le I, parce qu'on sait que, mettons, les dettes qui sont au coût, ils sont presque tous au coût. Mais les dettes de long terme qui sont au coût, comme les emprunts obligataires, effets à payer, à chaque 31 décembre, il faut calculer au débit charge d'intérêt financier, au crédit le PMT CAI, crédit caisse. Puis la différence entre les débits et crédits, c'est ça qui fait varier la valeur comptable de la dette de long terme. C'est pour ça qu'on veut sortir le I. C'est pour faire l'écriture du 31 décembre. Fait que, on sait que c'est 10%. Fait qu'on a fait premièrement l'écriture le jour de la transaction. Fait que la transaction, c'est le 2 janvier X4. En ce moment, on fait le point 1, la situation 1. Puis ensuite, la prochaine écriture, ça va être le 31 décembre X4 de la même année. Fait que, pour la dette de long terme, ici, c'est pas un emprunt obligataire, c'est effet à payer, mais c'est le même mécanisme. On arrive au 31 décembre. Premièrement, au débit, c'est charge d'intérêt financier, où ils écrivent ça différemment. Des fois, ils écrivent frais financiers-intérêt. C'est la même chose, c'est juste formulé autrement. Moi, j'aime ça écrire charge d'intérêt financier, comme ça. Ensuite, au crédit, ben, nous, on s'est endetté, fait qu'à chaque 31 décembre, on va payer du PMT à celui qui nous a financé. On va payer 6 750 en crédit caisse. Pour la charge d'intérêt financier, ça, c'est tout le temps la valeur comptable voilà un N, fait qu'il y a un an, fois le I. Fait qu'on l'a calculé 10%. Fait qu'ici, valeur comptable précédente, 118, 214, fois le I, on vient de le calculer, c'est 10%. Fait que fois 10%, notre I taux effectif, ça nous donne 11,821. Ouais, exactement. Fait que ça s'en va ici, en débit charge. Puis la différence entre les deux, ça fait varier la valeur comptable de ton... Ici, c'est pas un emprunt obligataire, c'est effet à payer, mais c'est le même mécanisme. Ça va faire balancer l'écriture, fait qu'il faut que ça aille au crédit pour égaliser, vu que le débit est plus grand en ce moment, 11 000. Fait que effet à payer au crédit. Puis, ben, ça va être la différence entre 11,821 moins 6,750. Fait que ça donne 5,071. 5,071. Fait que vu que là, c'est au crédit, ça veut dire que la valeur comptable elle a augmenté de la dette au 31 décembre. Vu que les dettes augmentent au crédit, leur valeur comptable, vu qu'on la met au crédit, c'est au début, on avait une valeur de 118,214 de valeur comptable dans l'effet à payer. Puis là, au 31 décembre, vu qu'il fallait mettre un montant au crédit pour égaliser la charge d'intérêt puis le créditement de la caisse qui c'est le PMT, ben on l'a mis au crédit. Puis quand on met au crédit une dette, ça l'augmente, la valeur comptable. Parce que dans le fond, on se rappelle que le but du I, c'est d'amener la valeur comptable de départ, ici 118,214, pour qu'au dernier N, qu'est-ce qui arrive? C'est que la... C'est, oui, après le paiement du FV, mais avant le paiement du FV, il y aura, la valeur comptable sera égale au future value. Puis là, après ça, on va payer le future value, puis là, après ça, ça va être zéro. C'est vrai. Fait que c'est ça. Fait que tu vois, ça a augmenté la valeur comptable de la dette, ben c'est parce que on a commencé à 118 000 de valeur comptable, la future value c'est 130 000, fait que c'est sûr qu'à chaque 31 décembre, on va se rapprocher de 130 000. Fait que c'est pour ça qu'on est au crédit, ça augmente la valeur comptable, ça va le rapprocher du 130 000 à travers les 3 N. Fait que là, on a fini la situation 1, il nous demandait juste l'écriture pour 2004. Fait qu'on aurait pu faire 2005, 2006, puis après ça, le paiement du future value. Mais ça l'aurait été... Bon, veux-tu qu'on le fasse ou c'est pas nécessaire? Parce qu'il y a beaucoup d'exercices. C'est toi qui décides. Ouais. Dans le fond, la solution, ils nous disent juste de faire 2004. Mais si, mettons, j'aurais voulu faire les écritures complètes, Ok, parfait. Dans le fond, je vais te montrer comment qu'on ferait au complet. Je vais le faire vite, par contre. Mais tu vas voir, ça va aider à la compréhension. Fait là, il y a 3 N. Fait que le premier N, c'est du début janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004. Fait que N1, N2. Puis là, l'écriture du 31 décembre 2005, c'est la même chose. C'est pareil, sauf que la seule différence, c'est les montants qu'on met
dans charge d'intérêt financier puis effet payé. Fait que crédit caisse, toujours la même chose, c'est le PMT 6750. Valeur comptable fois I, mais là, on va prendre la nouvelle valeur comptable après. Au début, c'était 118. Là, on l'a augmenté de 5071. Fait que la nouvelle valeur comptable à la fin de 2004, ce serait 118, 118 214. 118 214 plus 5071. Fait que cette nouvelle valeur comptable-là, 123 285 fois le I, c'est toujours 10%, ça serait 12 328. Fait que ce serait le montant qu'on mettrait en charge cette année, et non 11 821. Fait que 12 328. Fait que là, la différence entre les débits et les crédits, ce serait encore effet à payer au crédit, mais ce serait d'un montant qui serait différent. On va faire la différence entre 12 328 moins 6750. Fait que ce serait 5578 au crédit qui augmenterait la valeur comptable à la fin de 2005. Fait que... Puis là, dans le fond, après ça, le N3, il y aurait le 31 décembre 2006. Puis là, ici, il y aurait deux écritures par contre. Vu qu'on est au dernier N, il y a deux écritures. Premièrement, il y a celle qu'on fait tout le temps, que c'est celle-là ici, dans le fond. Ouais. Sauf que là, ça serait un montant différent, encore une fois, dans charge d'intérêt financier et effet à payer, mais c'est le même principe à chaque fois. C'est la valeur comptable précédente fois le taux d'intérêt effectif. Puis après ça, effet à payer, c'est la différence entre les débits crédits. Puis là, il y aurait une deuxième écriture, que ça serait pour le paiement du future value. Fait que pour le future value, à la fin de la durée de la vie de la dette, 3 ans, N3, on fait tout simplement effet à payer au débit. Pour la supprimer, on la met au débit de la dette, à la toute fin. Puis on fait au crédit caisse. On la paye. On paye le future value. Future value, c'était 135 000. Fait que 135 000. 135 000. Puis ça, là, dans le fond, qu'est-ce que je t'ai montré? C'est vraiment toutes les écritures complètes. Fait que c'est ça, le principe. C'est la même écriture à chaque 31 décembre, sauf la dernière année. Tu fais une dernière écriture. C'est tout. Fait que pour ça, c'est bon. OK, parfait. Fait qu'on va faire la situation 2 maintenant. Du point de vue de l'autre personne. Fait que l'autre personne, à la même date, 2 janvier 2004, la société, en effet, acquiert une pièce d'équipement en échange d'un effet à payer sans mention d'intérêt. Fait que sans mention d'intérêt, ça veut dire qu'il n'y a pas de taux nominal. Fait que le PMT, ça sera 0$. Remboursable dans 4 ans, fait que N4, pour un montant de 225 000. Le taux de rendement exigé par les investisseurs pour un titre d'emprunt comportant est de 10%. Fait que là, ça, c'est le taux sur le marché. C'est le taux que les investisseurs ils voudraient pour un tel type d'emprunt. Fait que c'est le I, 10%. Puis il est difficile d'en évaluer la juste valeur de façon fiable. Fait que là, je pense qu'on a toutes les variables pour actualiser. Ouais. OK. Fait qu'on va faire ça. Ici, on a pour un montant de 225 000, fait que future value de 225 000. On a le N, qui c'est dans 4 ans, fait que N, 4 ans. Le I, c'est le taux effectif du marché, qui ici, c'est 10%. Il manquerait PMT. Mais là, c'est sans mention d'intérêt. Fait que c'est. D'habitude, le PMT, c'est future value fois taux nominal. Ce serait 225 000 fois 0%, fait que 0$. Fait que là, on peut trouver le present value. Avec la situation 2, on a asset variable. Fait que compute PV. Puis là, on va le trouver. Tu me diras combien que tu obtiens. Exactement. Fait
Dans l'autre, dans la situation 1, on nous disait c'était quoi la juste valeur du camion. Puis on n'avait pas les variables pour savoir la juste valeur de l'effet à payer. Fait qu'on a pris la juste valeur qu'on savait. Ouais, exactement. Dans la situation 2, c'est le contraire. On ne dit pas la juste valeur d'équipement, mais on peut calculer la juste valeur de la dette avec le compute PV. Fait que 153, 678, on va comptabiliser avec cette juste valeur-là. Fait que, écriture numéro 1, c'est au 2 janvier 2004. Fait que ça va être... Là, on reçoit un équipement, fait que débit en échange d'un effet à payer, c'est ça. Fait que, équipement au débit. En échange d'un effet à payer. Fait que la dette, effet à payer. Ça va être 153, 678. Ensuite, si on arrive au 31 décembre 2004, ça veut dire, là, il y a 4 N, fait que le premier N, le 31 décembre 2004. Fait que N1, 31 décembre 2004. Fait que là, ici, il faut mettre la charge d'intérêt financier au débit. Dans le fond, c'est comme l'autre, c'est le même principe. Sauf qu'ici, il n'y a pas de PMT. Fait que charge d'intérêt financier. Puis là, normalement, il faut mettre au crédit la caisse le PMT qu'on paye. Sauf que là, le PMT, c'est 0. Ouais. Fait que là, il n'y a pas de crédit caisse. Fait que charge d'intérêt financier, ça va être la valeur comptable fois le I. Fait que 153, 678 fois un I de 10%. On va le calculer. « 15 367 ou 15 368. Fait qu'on va le mettre au débit. Puis là, en contrepartie, on met tout simplement effet à payer pour faire balancer l'écriture. De l'autre côté, 15, 3, 6, 8. Fait que c'est ça, N1. Là, le N2, ça va être 31 décembre 2005. Fait que c'est avec le même principe, c'est la même écriture, sauf que ça va être des montants différents. Vu que la valeur comptable a changé dû à l'écriture même qu'on a fait les 31 décembre précédents, ben, la nouvelle valeur comptable, ça va être celle qui va être utilisée pour le calcul de la charge d'intérêt financier. Fait que la nouvelle valeur comptable suite à l'écriture du 31 décembre 2004, c'est 153 6, 7, 8 plus la charge d'intérêt financier qui a fait créditer la caisse, créditer l'effet à payer, donc monter sa valeur comptable. Donc, ça ferait une nouvelle valeur comptable de 169 046 sur laquelle on va calculer la charge d'intérêt financier l'année suivante. Fait que ça, fois le I de 10%, c'est 16 905 cette année la charge d'intérêt financier. 905, 16 905. Fait que là, la nouvelle valeur comptable suite à l'écriture qu'on vient de faire là, pour le calcul l'année suivante, ça va être ça plus ça. 185 000. Fait que sur le N3, 31 décembre 2006, ça va être la charge d'intérêt financier, encore une fois, fois le taux d'intérêt effectif. Fait que là, ça serait avec le 185 000 qu'on calculerait la charge d'intérêt financier de 10%. Fait que ça serait 18 595. Dans le fond, 10% de la valeur comptable, encore une fois. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est la même écriture pour chaque N. Sauf qu'au dernier N, tu auras une deuxième écriture que ça sera... mais dans le fond, on est rendu là. Je vais le finir au complet rendu là. Fait que N4, c'est le dernier. 31 décembre X7. 2007. Fait que là, il y a toujours la première écriture. Ça fois ça. Le 10% de la valeur comptable précédente. Fait que là, la valeur comptable, c'était ça plus l'écriture qu'on vient de faire. 595. Fait que 204 000. Fait que 10% de ça, ça serait 20 455. Puis là, il y a une deuxième écriture qu'il faut mettre effet à payer au débit, la dernière année, le dernier N, puis au crédit caisse. C'est ça. Et ça serait la future value tout le temps.
Fait que là, mettons, si je veux vérifier que ma valeur comptable est rendue à future value, c'est ça qu'il faut, dans le fond. Si on ne s'est pas trompé. Là, ça donne 225 000, ma valeur comptable, après la dernière écriture ici. La première écriture du 31 décembre. Fait qu'on voit que ma valeur comptable, elle donne exactement future value. Ça veut dire que toutes les écritures d'avant sont exactes. C'est ça qu'il faut. Il faut que la valeur comptable donne le future. Puis après ça, le future, on supprime la valeur comptable qui est rendue le future. L'effet à payer, fait que 225. Puis en même temps, on paye le future value quand on arrive au dernier N. Fait qu'on le paye, fait que crédit caisse. Puis là, après ça, ben, on a terminé. Il n'existe plus la dette. On a fait toutes les écritures. Fait que le E5, là, eux, ils me demandaient juste 2004. Moi, je suis vraiment fait au complet toute la vie des deux dettes. Fait que ça te montre toutes les écritures possibles. Fait que c'est pas mal ça. Là, il nous montrait aussi, si on l'a vu hier, on va le regarder juste la solution, on va pas le faire. Fait que dans le fond, ici, qu'est-ce qu'il nous demandait aussi comme exercice? C'est relié au point 2, de faire le tableau de l'amortissement de la dette, que dans le fond, la première ligne, tu fais juste marquer la juste valeur de début, c'était 153. Là, après ça, tu fais une colonne que c'est, mettons, le PMT. Fait qu'à chaque fois que tu payes du PMT, ça fait baisser la valeur comptable précédente. Puis la charge d'intérêt qu'on met tout le temps au débit, ici, charge d'intérêt financier, elle, ça fait augmenter la valeur comptable. Fait que le PMT fait baisser la valeur comptable, c'est moins ici le montant, mais le PMT. Ici, c'est 0, c'est pour ça que c'est 0. Ensuite, plus la deuxième colonne, la charge d'intérêt financier. La troisième colonne, moi, je ne la mets pas. Je mets juste en troisième colonne, la dernière ici, c'est quoi le solde à la fin? C'est le solde précédent, moins PMT, plus la charge d'intérêt financier, donne le nouveau solde à la fin. Tu fais ça pour chaque 31 décembre. Puis après ça, le dernier N, fait que tu vois, au 2007, il y a 2 fois une écriture. La première, c'est pour l'écriture normale qu'on fait tout le temps. Puis la deuxième, c'est le 225 000, le future value qui est payé. Fait que ça ramène le nouveau solde à la fin à 0. Fait que c'est ça qu'on vient de faire au complet, dans le fond, en écriture. Ensuite, on va aller voir le E9 maintenant. Okay. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui va se passer avec les obligations? Ben, il y a des obligations qui sont normales, comme on dit. Des obligations normales, dans le fond, tu as ceux qui sont normales, que dans le fond, ils ont juste une composante passive. C'est juste une dette de long terme. Puis tu as des obligations qui sont dites convertibles en actions ordinaires. Que eux, dans le fond, ils ont une composante passif plus une composante capitaux propres. Fait que dans leur juste valeur, il y a une partie de la juste valeur qui provient de la dette, puis une partie de la juste valeur que c'est comme un capitaux propre. Fait que là, en ce moment, l'exercice E9, c'est une obligation normale, passif. Puis dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je parle de ça? C'est que quand une obligation, qui soit convertible ou normale, si il est racheté d'avance, il y a un achat anticipé, ça veut dire qu'on le rachète avant le dernier N. S'il y a un rachat anticipé, avant le dernier N, dans le fond, c'est ça que ça veut dire anticiper. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si c'est une obligation normale, que c'est juste de la dette, un passif, ça va créer une perte à envoyer au RN, au résultat net. Puis si c'est un rachat anticipé avec une obligation qui est convertible, là, ça va causer encore une fois, une perte à envoyer au ARN. C'est la perte qui est reliée à la composante passive. Puis en 2, la perte excédentaire est reliée au capitaux propres. Fait que la perte excédentaire, elle va être envoyée dans le compte RND, vu que c'est un coût qui est relié au capitaux propres. Comme on a vu hier, les coûts qui sont reliés au capitaux propres, on les envoie dans RND. Fait que c'est ça. Fait que tu vas voir ici, l'exercice qu'on fait en ce moment, c'est la situation qui est en haut. Une obligation normale qui a juste une composante passive. Puis c'est un rachat anticipé, fait qu'il y aura une perte, mais il y aura juste une perte à envoyer au résultat net, vu que c'est une obligation normale. Si ça avait été convertible, là, il y aurait eu 2 types de pertes. Fait que là, on fait la situation 1 ici. Ouais. Tu vas voir tantôt, ça va démêler un peu plus, mais là, en ce moment, c'est une obligation normale. Fait qu'il y aura juste une perte envoyée au résultat net. Fait qu'on va faire ça. Là, ici, 1er janvier 2001, la société elle a émis pour un montant de
des obligations d'une valeur nominale de 7,50 échéant dans 10 ans, fait N10, et portant intérêt au taux contractuel, ça va être le taux nominal pour calculer le PMT de 6%. Les intérêts sont payables le 31 décembre, puis ils sont remboursables par anticipation à 100,75% de la valeur nominale. Fait que là, ça veut dire que si, mettons, on décide de les racheter avant la fin, par un rachat anticipé ou remboursement anticipé, ça veut dire que le prix qu'on va devoir payer, c'est la valeur nominale fois 100,75%. Fait que ça va être un petit peu plus haut que la valeur nominale de 750, vu que le pourcentage est en haut de 100. Fait que là, le 1er janvier 2006, elle a décidé de faire un remboursement anticipé d'une partie des obligations. Fait que 500 $ de valeur nominale est remboursé. Puis on sait que 100% des obligations, c'est 750 000 $ en valeur nominale. Fait que ça veut dire qu'il y a juste une portion qui a été remboursée cette journée-là. 500 divisé par 750, c'est la portion qui a été remboursée. Fait que je vais y aller en étapes. Fait que là, il nous demande juste de faire l'écriture le 1er janvier 2006, le jour du rachat anticipé. Fait que là, premièrement, on rachète, mettons, 100% des obligations émises le 1er janvier 2001. 100%, il y avait une valeur totale tout ensemble de 750 000 de valeur nominale, de future value. Ou valeur nominale. Fait que là, qu'est-ce qu'on sait? C'est que le 1er janvier 2006, la quantité rachetée, on ne nous dit pas le pourcentage racheté, on nous dit juste que la portion rachetée, la valeur nominale rattachée à celle rachetée, c'est 500 000. Ça, c'est la portion rachetée. Fait que ça veut dire que si toutes les obligations ensemble, ils ont une valeur nominale de 750 000, puis nous, la quantité qu'on rachète, c'est 500 000, ça veut dire qu'on en a racheté comme 500 000 divisé par 750, ça veut dire le pourcentage racheté. 500 000 de valeur nominale rachetée. Puis le 250 000 restant, il n'est pas racheté. Fait que la portion rachetée, si c'est 750 000 de valeur nominale, ça veut dire ça représente toutes les obligations. Puis on en rajoute pour juste 500 000, ça veut dire qu'on ne les a pas toutes rachetées. On a racheté un pourcentage du total. On a racheté la fraction. On a racheté 66% de les obligations qu'on avait émises. Fait que là, ça, c'est la première chose à faire. C'est quoi le pourcentage qui a été racheté, si c'est pas 100%. Fait qu'ensuite, là, on veut savoir l'écriture à passer. Fait que quand il y a un rachat anticipé relié à des obligations normales, dans le fond, qui ne sont pas conversibles, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va mettre au débit la valeur comptable rattachée à ce qui est racheté. Fait qu'emprunt obligataire. Là, on nous dit que la valeur comptable pour 100% des obligations rachetées à la journée du rachat 1er janvier 2006, c'est 719 249. Ça, c'est pour 100% des obligations, mais on en rajoute juste 66%. Fait qu'on va juste mettre au débit 66% de la valeur comptable totale. On va supprimer la valeur comptable qui est rattachée au pourcentage racheté, 66% de 719 249. C'est le pourcentage racheté de la valeur comptable totale qui représente toutes les obligations. Ça fait 479 499 au débit. Fait que ça, c'est la première chose à faire. Le pourcentage racheté fois la valeur comptable totale en... Bon, j'ai mal écrit. Fois le pourcentage racheté fois la valeur comptable de toutes les objets. Ça veut dire la valeur comptable à supprimer. Fait que ça, c'est la première chose à faire. On enlève la valeur comptable qui est rattachée au pourcentage racheté. Fait que 66% de la valeur comptable totale, vu qu'on en rajoute 66% de toutes les objets, on met ça au débit. Fait que valeur comptable au prorata. Ensuite, deuxième chose à faire, c'est que vu qu'on rachète, on va créditer la caisse. Puis là, pour savoir c'est quoi le montant qu'on va payer, c'est marqué dans l'énoncé que si on rachète à un moment donné, on va payer 100,75% de la valeur nominale rachetée. Fait qu'on rachète pour 500 000 de valeur nominale. Fait que 500 000 fois, on bonifie ça en faisant fois 100,75%.
on va payer 503 750 pour supprimer 500 000 de valeur nominale d'obligation pour les rembourser d'avance. Ça, c'est le montant payé. Fait que la valeur nominale fois le pourcentage qu'il te donne. Fait que 503 750. Puis là, on voit qu'il y a un écart qui se crée entre les deux. Vu que l'écart, mais dans le fond, pour les rachats anticipés, ça fait des pertes. Fait que l'écart va être au débit. Puis vu que c'est une perte qui est causée sur un oubli qui est normal, qui est juste une composante de passive de dette, ben, on va mettre ça au débit, puis ça va affecter le résultat net. On va appeler ça, eux, ils appellent ça perte sur remboursement anticipé d'obligation. On va juste y aller puis écrire perte. Perte sur rachat anticipé. Puis ça, c'est... Vu que c'est un coût qui est relié à un passif financier, les coûts qui sont reliés aux actifs financiers, passifs financiers comme on a vu hier, ça s'en va au résultat net. Puis pas en R&D. R&D, c'est juste quand c'est un coût relié à un instrument de capitaux propres. Fait, la perte, ça va être l'écart entre les deux, fait que ça fait 24 251. Fait que c'est tout ce qu'il fallait faire pour cet exercice-là. Il fallait faire l'écriture le jour du rachat, qui est le 1er janvier 2006. Est-ce que tu comprends pour ça? Ouais? Ok, parfait. Fait que la première chose à faire, c'est juste de calculer le pourcentage qui est racheté. Puis après ça, ajuster les montants après ça. Ouais, c'est ça. C'est en le faisant après ça que ça se mémorise bien. En tout cas, avec la vidéo, au moins, tu auras toutes les étapes. Fait que E11, parfait. Ça là, il a l'air plus volumineux. On va voir c'est quoi qu'il faut faire. Fait que là, au début, solution A, il nous donne une définition. On va aller voir qu'est-ce qu'ils disent. Une dette convertible en action est un instrument financier composé avec une composante passive puis capitaux propres. Ça, dans le fond, comme je te disais, mettons, une obligation qui est convertible, c'est une obligation qui peut être transformée en action. Fait que, un effet, une dette convertible, c'est, mettons, une obligation convertible, ben, c'est ça qu'il nous dit, c'est que vu que tu peux la transformer en action ordinaire, ben, il y aura une partie de la valeur de cette obligation convertible-là, dette convertible-là, qui ça sera de la dette passive, puis l'autre, capitaux propres. Fait que là, ici, 1er janvier 2000, il passe une écriture à l'émission. Ouais, ça, ils vont émettre un effet à payer convertible. Fait que c'est la même chose qu'une obligation convertible. Vu que, mettons, caisse, débit caisse, c'est l'argent que tu vas recevoir le jour que tu vas l'émettre. Mettons, 1 million. Puis là, au crédit, il va avoir à la fois obligation convertible ou effet à payer convertible. Ça, c'est la composante passive. Fait que, mettons, 926 000. Puis là, tu vois qu'il y a un deuxième compte qui se crée quand on émet une dette convertible. C'est capitaux propres, mettons, privilège de conversion ou bon de souscription. C'est avec les deux options possibles. Fait qu'on va voir pour le calcul pour faire l'écriture. Fait que ça, dans le fond, c'est comme pas mal le plus difficile, les dettes convertibles pour ce thème-là. Fait que, ouais, celui-là, il va être un peu plus dur à assimiler, mais je vais mettre en phase un peu quand même. Fait que, mettons, 1er janvier 2000, la société répartie a émis un effet à payer d'une valeur nominale de 1 million. L'effet à payer porte intérêt au taux contractuel de 5%. Le 31 décembre, on paye les intérêts PMT. Puis la valeur nominale va être remboursée en 2009. Fait que 9 ans plus tard, 10 ans plus tard. Ouais, 1er janvier 2010, 1er janvier 2000. Fait que 10 ans plus tard, on va payer le FV. Fait qu'elle aurait pu émettre l'effet à payer un taux contractuel de 5% plutôt qu'au taux de marché de 6%, qui aurait normalement dû s'appliquer un tel effet à payer parce qu'elle a le droit d'effet à payer en somme élection de la société. Fait que là, elle dit que parce que dû au fait que l'effet à payer contient le droit de le transformer, de le convertir en 100 000 actions de la société, on a donné à cette date-là un taux contractuel de 5% au lieu de 6%. Fait que, en bas, ça dit l'écriture lors de l'émission de la dette convertible. Fait que là, premièrement, fait que c'est 1er janvier 2000.
Fait que premièrement, on encaisse de l'argent quand on émet une dette. Qu'elle soit convertible ou non, on en reçoit de l'argent, fait que DBKS. Puis là, ici, on va recevoir l'argent qu'on va recevoir pour l'effet à payer. Ça va être le 1 million. Pour le total de la composante passive puis de la capitaux propre, la valeur nominale, c'est ça qui est encaissé pour la dette convertible. Fait que parce que dans le fond, ouais. Parce que sinon, ça aurait été au pair. Fait que vu que ça aurait été au pair, la valeur nominale, ça aurait été le present value. En tout cas, je vais rentrer dans les détails si nécessaire. Mais on va faire le restant. Fait que caisse. Puis là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que on va séparer au crédit. On va faire crédit, mettons, là, c'est un effet à payer. Fait que crédit, effet à payer, ça, c'est la composante passive, le compte effet à payer. Puis on va aussi, quand on émet une dette convertible, créer un autre compte que c'est capitaux propres, CP-le nom de la dette. Fait que ici, effet à payer. Non, en fait, c'est pas effet à payer, c'est privilège de conversion. Privilège de conversion, c'est un compte des capitaux propres qui représente la valeur reliée au fait que tu as le droit de transformer ta dette en action ordinaire. Ici, en 100 000 actions de la société. Fait que, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? On met qu'est-ce qui est encaissé, la juste valeur totale de l'effet de la dette convertible. Puis ensuite, il faut trouver c'est quoi la valeur actualisée de la composante juste passive. Fait que là, il faut rentrer dans la calculatrice financière que là, on a un future value de 1 million. La valeur nominale. Ensuite, le PMT, ça va être le future value 1 million fois, on a un taux contractuel de 5%. Fait que ça donne 50 000. Ensuite, le N, ça c'est le nombre d'années. Le future value, fait que c'est mettons une valeur nominale d'1 million. Puis là, ça dit ici que l'effet à payer porte intérêt au taux contractuel de 5%. Multiplié par... ouais, ça va être la multiplication. Ouais. Fait que multiplication. Puis après ça, le N, on dit... on les a émis le 1er janvier 2000. Puis ils prennent échéance le 31 décembre 2009. Puis 31 décembre 2009, ça revient à dire 1er janvier 2010. Fait que du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2010, c'est 10 ans plus tard. Ouais, fait que 10, dans N, 10 ans. Là, il manquerait le I. Ah oui, on nous dit le taux du marché, c'est 6%. Fait que I, 6%. Là, il nous manque juste la variable qu'on recherche. C'est quoi la valeur actualisée de la composante dette effet à payer? Fait que compute. Ouais. Parfait, merci. Fait que là, dans le fond, on sait que la juste valeur totale, c'est la valeur nominale, fait que 1 million qui est encaissé. Là, après ça, on met dans effet à payer la juste valeur de la dette. Fait avec la calculatrice financière, on sait que c'est 926. Puis là, dans le fond, comment on sait la valeur du privilège de conversion, dans le fond, capitaux propres privilège comme au crédit? Ça va être la différence de 1 million moins la valeur actualisée de la dette de 926 000. C'est juste une soustraction, puis ça, on sait la valeur du capitaux propre. C'est juste par différence qu'on sait le capitaux propre privilège. Fait que la différence entre les deux, ça va être le capitaux propre. Fait que 1 million moins 926 400, ça nous donne 73 600 $ qu'on obtient par la soustraction de un moins l'autre. Fait que c'est comme ça qu'on ferait l'écriture initiale. Puis ça demande un peu plus de travail vu qu'il y a deux choses à mettre au crédit, vu que c'est convertible. Fait que ça, c'est l'écriture initiale, 1er janvier 2000. Fait que ça, c'est la question au point A. Ensuite, supposez que le détenteur exerce son privilège de conversion le 1er janvier 2004, puis le coût amorti du passif s'élève à 950 000. Enregistrez l'écriture pour la conversion. OK. Fait que là, 1er janvier 2004, on nous dit que le passif effet à payer, il va être transformé en action ordinaire, puisque le privilège est exercé. Fait que dans le fond, dans une dette convertible que les deux composantes sont reliées ensemble, et les privilèges à payer, c'est toujours
comme inclus. C'est toujours rattaché. Fait que là, mettons, si je veux transformer ma dette convertible en action, il faut que je supprime à la fois la composante passive qui est fait à payer, puis à la fois la composante capitaux propres, qui est privilège. Fait que là, le jour qu'on exerce, on va supprimer l'effet à payer puis la composante privilège. Fait que là, effet à payer, sa valeur comptable change tout le temps à chaque 31 décembre parce qu'il faut faire l'écriture débit, charge d'intérêt financier, crédit caisse, puis là, l'écart entre les deux, ça fait varier la valeur comptable, l'effet à payer. Mais la capitaux propre, la valeur comptable qu'on a calculée le jour qu'on l'a émis, la dette convertible, 73 600, ça ne change jamais. Ça reste ce montant-là toujours. Fait que là, on supprime le jour qu'on exerce 1er janvier 2004. Fait que eux, ils ont décidé que 1er janvier 2004, on transforme notre dette convertible en des actions ordinaires. Fait que, premièrement, on supprime la composante passive capitaux propres, vu que c'est un privilège de conversion. Fait que, effet à payer, ça c'est la composante passive, on la met au débit. Puis dans le fond, ça va être la valeur comptable cette journée-là. Ça nous dit dans l'énoncé que c'est rendu 950,827, fait que ça s'en va au débit, on le supprime. Parce que dans le fond, on aurait pu faire toutes les écritures entre le 1er janvier 2000 et 2004. À chaque 31 décembre, on aurait fait débit, charge d'intérêt financier, crédit caisse, puis dans le fond, au débit, au crédit, on aurait mis effet à payer. Puis là, on voit que la valeur comptable a augmenté. Fait que la raison pourquoi elle a augmenté de 926 à 400, c'est à cause des écritures qu'on fait à chaque 31 décembre. Fait que là, eux nous disent déjà c'est quoi le montant rendu à cette journée-là. Fait que 958,7. La valeur comptable du capitaux propres privilège de conversion, ça ne change pas. Fait on le met au débit du montant initial. Fait capitaux propres privilège de conversion. Fait que c'est la valeur comptable initiale qui ne change jamais. Fait que c'est 73 600. Puis là, dans le fond, eux, ils exercent leur dette convertible, ils la transforment en action ordinaire. Fait qu'au crédit, nous, c'est on émet des actions ordinaires, puis en échange, eux, ils acceptent de supprimer la dette. Fait qu'on n'a plus de dette envers eux, parce qu'ils l'ont transformée en action ordinaire. Puis le montant, c'est le total des deux qu'on a mis ici. Ouais, c'est bien ça. Fait que c'est ça. Dans le fond, on supprime la valeur comptable de la dette le jour qu'on transforme. On supprime la valeur comptable du capitaux propre le jour qu'on transforme, que dans le fond, c'est tout le temps la valeur initiale qu'on avait mis. Elle n'a pas changé, elle ne change jamais. Puis le total des deux débits, c'est la valeur des actions qu'on émet. Fait que c'est pas mal ça. Rendu là, c'est sûr que c'est de la pratique. Si tu le fais plusieurs fois, après ça, tu vas t'en rappeler. Mais dans le fond, c'est juste se rappeler des étapes. Puis après ça, tu sais quoi calculer en étapes dans chaque écriture. Puis après ça, c'est plus intuitif. Fait que c'est ça l'écriture quand on émet. L'écriture qu'on exerce au 1er janvier 2004, c'est ça. On supprime la valeur comptable des deux composantes. Puis ça se transforme en action ordinaire, au crédit. Puis là, mettons, c'est ont exercé leur privilège avec la méthode valeur comptable. Que dans le fond, c'est la seule méthode que vous allez voir, vous, quand c'est exercé. Fait que ça, c'est l'écriture si eux, ils exercent leur privilège, on supprime la composante passive puis capitaux propres de valeur comptable, puis ça devient les actions ordinaires. Puis là, le point C, c'est pas exercer, c'est que nous, on rachète un rachat anticipé. Fait que dans le fond, quand il y a un rachat anticipé, c'est comme le point qu'on a vu, le E9. Tu sais, ça crée, si c'est une obligation normale qui n'est pas convertible, ça crée une perte au niveau du résultat net. Mais si c'est une dette qui est convertible, ça va créer une dette qui est reliée au résultat net, puis une dette qui est, pas une dette, une perte qui est reliée au capitaux propres. Fait que ça va aller dans R&D. La partie de la perte qui est reliée au passif, ça va dans résultat net, perte sur rachat anticipé. Puis il y aura une partie de la dette, de la perte qui est reliée au capitaux propres, la composante capitaux propres. Cette partie-là de la perte, ça s'en va dans R&D. OK, parfait. Fait ici, un rachat anticipé. Fait que dans un rachat anticipé, quand c'est une dette convertible, il y aura deux types de pertes. Fait qu'on va voir ça après. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On commence par le plus évident. Fait que là, nous, on rachète les dettes convertibles, puis on paye 975 000. Fait que crédit caisse, 975 000. C'est le montant qu'on paye pour racheter.
975 000. Ensuite, ça nous dit que le coût, la valeur comptable du passif, le coût amorti, c'est 950,827. Fait qu'on supprime tout le temps la valeur comptable de la composante passive puis capitaux propres. Fait que là, la valeur comptable de la composante passive, c'est 950,827. Fait qu'encore une fois, c'est la même chose qu'en haut. Fait qu'on la supprime. Fait que effet à payer. Dans le fond, si eux ils exercent ou si nous on rachète, dans les deux cas, il faut supprimer la composante passive et capitaux propres en les mettant au débit. Fait que ça, c'est un point similaire entre les deux. Fait que 950,827. Fait que là, ça nous dit. Ça, je sais pas si c'est un piège, juste vérifier. Ah ouais, ça, c'est la première fois qu'il a joué un profit sur un rachat anticipé. En tout cas. Ok, on va continuer. Fait que là, encore une fois, les deux choses qu'on fait en premier, ben après, ici, c'est un rachat anticipé. Fait qu'on commence par la caisse, vers ça, on enlève la valeur comptable des deux composantes en les mettant au débit. Fait que là, c'est encore 73 600. Puis là, ici, il y aura, normalement, c'est une perte qui est reliée au résultat net, puis une perte qui est reliée au capitaux, mais là, ici, il y aura un profit. Fait que ça va aller plutôt au crédit, le profit. Fait qu'on va voir. Fait que si, mettons, un nouvel emprunt qui serait identique à elle obtiendrait un montant de 925 000. Enchaîne l'écriture requise pour le rachat anticipé. Fait que là, 925 000 moins 950 000. « 925 000. 925 000. 25, 8, 2, 7. Fait que ici, il y a une différence de valeur de 25 827. Puis c'est relié à la composante qui est passive. Fait que là, il dit que ce serait une dette, mais sans le privilège, on obtiendrait 925 000. Puis là, on fait la différence entre ça puis la valeur comptable du passif. Puis là, ça donnait un excédent de 25 000. Fait que ça va au crédit, dans profit. Puis vu que c'est relié à la dette, cet écart-là, ça s'en va au résultat net. Fait que 25, 8, 2, 7. Parce que dans le fond, comment qu'on calcule ça, la partie du profit puis de la perte, si c'est un ou l'autre à chaque composante, on peut faire un tableau. Mettons la composante passive, la composante capitaux propres, le total. Là, après ça, c'est la meilleure façon de le faire. J'aurais dû faire ça dès le départ. Fait que valeur comptable ici, première colonne. On met la valeur comptable de le jour du rachat anticipé. Fait que valeur comptable, c'était 95827, le passif. La valeur comptable du capitaux, c'est 73 600. Là, le total des deux, on le mettrait ici. Là, ça, on marque ici juste valeur. Puis la dernière colonne, c'est écart entre les deux. L'écart, que c'est valeur comptable moins juste valeur. Fait que là, la juste valeur totale, c'est le montant qu'on va payer le jour du rachat anticipé. Fait que c'est ici 975 000. Puis là, ils nous disent que la juste valeur du passif, c'est 925 000. Fait qu'on le met à côté de la valeur comptable du passif. Fait que 925 000. Puis là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la valeur comptable moins la juste valeur. Puis si ça donne un montant positif, c'est un profit.
Fait que là, ici, ça donne un profit relié au passif de 25, 8, 2, 7. Puis vu que le profit est relié à un passif, ben, un passif financier, ça s'en va au résultat net. Puis là, après ça, il faut faire la même chose pour le capitaux propres. Pour savoir la juste valeur, ça va être le total payé moins la juste valeur de la dette. Fait que le cas entre les deux, c'est 50 000. Ici. 975 000 moins 925 000 donne 50 000. Fait que là, on fait sa valeur comptable du capitaux moins sa juste valeur qu'on a calculée par différence. Ça nous donne le profit ou la perte. Si c'est un montant positif, la réponse, valeur comptable moins juste valeur, c'est un profit. Fait qu'ici, c'est encore un profit. Fait que ça donne un profit de 23 600. Puis, vu que c'est un profit ou une perte reliée à un capitaux propre, ça ne s'en va pas dans le résultat net, ça s'en va en R&D. Fait que là, ce tableau-là, c'est la meilleure façon de la faire, puis sans se tromper. Fait que là, on a premièrement un profit relié à la dette. Fait que le profit relié à la dette, il est ici. Profit, résultat net de 25 827. Puis on a aussi un profit relié aux capitaux propres. Puis vu que quand il y a un profit, une perte ou une charge qui est reliée aux capitaux propres, on met ça dans R&D. Fait que crédit R&D. De 23 600. Fait que ça, c'est... Qu'est-ce qu'on vient de faire en ce moment? Un rachat anticipé d'une dette convertible, c'est la chose la plus difficile pour le thème 3. C'est l'écriture la plus difficile parce qu'il faut que tu calcules la partie du profit ou de la perte qui est reliée au capitaux propres, qui va dans R&D, puis la partie du profit ou perte qui est reliée à la dette, qui s'en va dans soit perte au débit ou crédit profit. Fait que est-ce que en ce moment, tu aurais des questions là-dessus? De compréhension ou... Ouais. Il est difficile. Ouais. Ah oui, ouais. Ouais, parfait. Fait que dans le fond, juste faire un résumé rapide, si c'est un rachat anticipé, ça veut dire que tu rajettes ta dette avant qu'elle atteigne son dernier N. Puis si c'est le cas, faut que si mettons c'est un rachat anticipé qui est d'une dette convertible, il y aura une dette qui est reliée au passif, une dette reliée au capitaux, ou un profit. Là, comme c'est un profit, ça va au crédit. Fait que tu fais le tableau, tu vas savoir la partie de la dette, de la perte ou profit qui est reliée à chaque composante, puis après ça, tu peux faire l'écriture. Fait que c'est pas mal ça pour le E11. Puis on va passer à un prochain. Fait que mettons E12. Fait que là ici, la société Bons souscrit a émis 150 000 d'obligations assorties de bons de souscription détachables. Fait que là, dans le fond, dans les dettes convertibles, tu as deux grandes catégories. Fait que tu as les dettes convertibles qui sont dites non détachables. La composante capitaux propres, elle ne peut pas être détachée de l'ensemble de l'instrument. Non détachable ou la composante capitaux propres peut être détachable. Fait que là, je vais te montrer c'est quoi les possibilités pour chaque. Parce que dans le fond, la différence, c'est que le jour qu'eux ils exercent, l'écriture sera différente. Le jour qu'eux ils exercent leur privilège ou leur bon. Si c'est détachable ou non détachable. Fait que là, dans les non détachables, il y a les dettes convertibles avec les privilèges de conversion. Ça, c'est la première possibilité non détachable. Parce que dans le fond, quand c'est une dette convertible qui a un privilège de conversion, les privilèges sont jamais détachables. Les privilèges peuvent uniquement être exercés quand tu supprimes l'instrument au complet. Fait que là, mettons, tu as une dette convertible puis que la composante capitaux propres est non détachable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le jour, comme l'écriture qu'on avait vue A tantôt, le jour que tu exerces une dette, que tu transformes ta dette convertible en action ordinaire, que tu exerces ton privilège, il faut que tu supprimes le passif plus le capitaux propre. On a mis au débit les deux, la valeur comptable, puis au crédit action. Fait que quand c'est non détachable, ça veut dire que quand tu exerces, il faut que tu supprimes le passif plus le capitaux propre. Mais quand c'est détachable, tu aurais juste besoin de supprimer la composante capitaux propre,
la composante passive est fait à payer, on ne la mettrait pas au débit, on ne la mettrait pas dans l'écriture. Quand c'est une dette convertible, que le capitaux propre est détachable. Mais quand c'est non détachable, quand tu exerces, il faut que tu supprimes valeur comptable plus le passif. Fait que la première possibilité d'une dette convertible non détachable, c'est quand c'est avec privilège de conversion. 2, c'est quand c'est avec bons de souscription qui sont dits, dans l'énoncé, c'est écrit que c'est des bons de souscription non détachables. Fait que dans l'énoncé, ils vont dire que si les bons de souscription de ta dette convertible sont détachables de l'instrument l'instrument financier ou non. Fait que les bons, eux, ils peuvent être détachables ou non détachables. Les privilèges de conversion, c'est tout le temps non détachable. Fait que dans les détachables, la seule possibilité, c'est une dette convertible qu'il y a des bons de souscription que c'est marqué dans l'énoncé qui sont détachables. Fait que là, mettons, si tu exerces une dette convertible, ben dans le fond, les détenteurs, c'est pas toi. Toi, tu es l'entreprise qui émet, mais eux, s'ils exercent, si c'est avec, mettons, privilège de conversion ou des bons de souscription. Fait que l'écriture 1, si c'est non détachable avec privilège de conversion quand eux exercent, toi, l'écriture que tu fais, c'est tu supprimes le capitaux propre privilège, sa valeur comptable. Tu supprimes, vu que c'est non détachable, il faut que tu supprimes la valeur comptable du capitaux propre plus du passif. Fait que tu supprimes aussi, mettons, emprunt obligataire. Excusez, j'ai mal écrit. Je vais juste marquer EO. Fait que EO, c'est pour emprunt obligataire, le passif. Tu supprimes sa valeur comptable aussi. Vu que c'est non détachable, tu supprimes les deux. Puis au crédit, tout ce que tu fais, c'est mettre le total des deux débits en action ordinaire. Ça, c'est pour le non détachable avec privilège de conversion. Ensuite, non détachable, mais avec bons de souscription. Dans le fond, quand il y a des bons de souscription, la différence, c'est que quand eux, ils exercent, ils donnent de l'argent en plus. Fait que 2, tu encaisses de l'argent. Quand il y a des bons qui sont exercés, la différence entre privilège et bons, c'est qu'il y a des bons, eux, ils exercent, puis en plus, ils te donnent de l'argent. Fait que tu reçois de l'argent. Ensuite, vu qu'ils sont non détachables, il faut que tu supprimes la valeur comptable du capitaux propre plus de la dette emprunt obligataire. Fait que capitaux propre, privilège, valeur comptable supprimée. Emprunt obligataire, le passif supprime sa valeur comptable aussi. Puis là, le total de action ordinaire, c'est le total des trois montants au débit. Fait que action ordinaire. Ensuite, on va aller voir l'écriture que quand on exerce, quand eux exercent des bons qui sont détachables. C'est quoi la différence? C'est que premièrement, on reçoit de l'argent vu que c'est des bons. Quand eux exercent des bons, on reçoit de l'argent. Puis là, vu que les bons sont détachables, ça veut dire que la seule chose qu'on a besoin de supprimer au débit, c'est la composante capitaux propres, les bons. La composante dette, on ne la met pas au débit. Fait que c'est ça la différence. On met juste, mettons, capitaux propres, bons de souscription au débit. Puis après ça, on ne met pas débit, emprunt obligataire. On ne supprime pas la composante passive s'ils sont détachables. Puis après ça, on met le total dans action ordinaire. Fait que là, ça, c'est les trois écritures qui représentent les trois possibilités quand que eux ils exercent leurs capitaux propres, que ce soit privilège de conversion ou des bons non détachables à gauche. Ou à droite, si c'est une dette convertible, que c'est avec des bons détachables, la seule écriture possible, c'est celle ici en 1. Fait que c'est les trois écritures à maîtriser. Fait que ça va aider après, si tu maîtrises ça après ça, pour tous les exercices, ça va être plus facile. Fait que là, ici, l'écriture qu'ils ont faite, je sais pas c'est quoi, enregistrer l'écriture pour la comptabilisation de l'émission des obligations. Fait que là, ici, c'est juste la journée qu'on émet, c'est quoi l'écriture qu'on fait. Mais quand on émet une dette convertible, on en reçoit de l'argent, fait que débit caisse. Puis, vu qu'elle est convertible, on va créditer deux choses. On va créditer la composante passive, fait que EO, emprunt obligataire, puis la composante capitaux propres, qui ici, c'est des bons. Fait que capitaux propres-bons. Si ça avait été privilège, ça aurait été capitaux propres-privilège. Fait que, premièrement, l'argent encaissé, ça va être... Les obligations ont été émises pour un montant de 154 500. Fait que c'est l'argent encaissé au débit. Là, après ça, dans le crédit, on va mettre la valeur la juste valeur de la composante dette.
Fait qu'il faut mettre ça dans la calculatrice financière, toutes les variables. Fait que mettons FV, le I, PMT, N, PV. Nous, on recherche le PV, c'est le montant qu'on va mettre dans l'emprunt obligataire au crédit ici. Fait que future value, 150 000. A émis 150 000 d'obligations. Fait qu'on parle de la valeur nominale, qu'on dit 150 000 d'obligations. Avec des bons non taxables. Valeur nominale. Échéant dans 10 ans, fait que N10. Et porte intérêt au taux contractuel de 5%. Fait que le PMT, ça va être la future value 150 000 fois le taux de contractuel 5%. Fait que c'est un PMT de 7500. Chaque obligation avec 20 bons, chaque bon permet l'achat d'une action ordinaire sans valeur nominale au prix de 60 $, ont été émises pour un montant de 154 500. Puis si on avait émis des obligations mais sans bons de souscription rattachés, on les aurait émis à 147 750. Fait que c'est le present value. Il nous le donne. Oui, pas de problème. Fait que, je vais le faire pour la vidéo. Fait que, la variable qui nous manquerait, en fait, c'est pas le present value de la dette, c'est le taux effectif. Puis ça serait utile pour chaque 31 décembre parce qu'il faut tout le temps calculer la charge d'intérêt financier au débit, crédit caisse, puis la différence entre les deux, ça fait varier la valeur comptable de notre dette. Fait qu'il faut savoir le taux effectif pour les écritures de 31 décembre, mais là, l'exercice ici, c'est juste l'écriture à l'émission. Fait que ça n'aurait pas été obligatoire, mais si on veut faire le problème au complet, il aurait fallu 150 000 en future value positif, 7500 positif PMT dans la calculatrice financière, present value tout le temps négatif, fait que 147 750 en négatif, present value, 10N, compute I, ça nous dit que c'est 5,20% annuel. Ça, c'est pour les écritures de chaque 31 décembre qu'il fallait ça. Mais là, ici, on fait juste l'écriture au, disons, 1er janvier, on va dire 2000. Ah, ok, il n'y a pas de problème. On va continuer au compte rendu. Ok, fait que là, où compte rendu, c'est que là, l'exercice nous demande juste de faire l'écriture à l'émission d'une dette convertible. Fait que l'argent encaissé, c'est débit caisse. Crédit, emprunt obligataire, on met la valeur actualisée de la dette. Fait qu'il dit que si on avait émis une dette, mais qui n'est pas convertible, ça serait pas 154 000 qu'on aurait encaissé, c'est 147 000. Fait que ça veut dire que c'est la juste valeur de la dette, ça. Puis l'écart entre les deux, c'est dû au fait que la composante capitaux propres, elle rajoute de la valeur à la dette, vu qu'elle est convertible, elle a plus de valeur que si elle n'est pas convertible. Fait que l'écart entre les deux, entre 154 500 qui est encaissé à l'émission d'une dette convertible, puis 147 750 qui aurait été encaissé si ça avait été une dette non convertible, c'est 6750, c'est la valeur du capitaux propre qui ne va jamais changer, qui va être comme ça jusqu'à la fin. Fait que ça, c'est l'écriture à l'émission, c'est tout ce qu'il nous demandait pour le problème. Puis moi, je pense que ça serait, tant qu'à faire plein d'exercices, c'est peut-être mieux de voir l'écriture d'après, juste pour bien maîtriser tout. Fait que 31 décembre 2000, juste pour qu'on maîtrise vraiment le sujet, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
c'est la dette. Il va falloir calculer la charge d'intérêt financier au débit, la composante dette. Au crédit, on va mettre crédit caisse, que c'est le paiement du PMT, sur la composante dette. Fait que ce serait PMT 7500 au crédit. Au débit, charge d'intérêt financier, ça va être la valeur comptable de la dette. Fait que 147 750 fois le I, que c'est le taux d'intérêt effectif, 147 750, fois 5,20%. Fait que ça donnerait 7683. Puis la différence entre les deux, ça viendrait faire balancer l'écriture. Fait qu'on mettrait au crédit emprunt obligataire, EO, de 183 pour faire balancer. Puis à chaque 31 décembre, fait que ça c'est N1. Là, N2, ce sera encore la même écriture. Même écriture qu'on a faite ici, mais avec des montants différents. Excepté crédit, caisse, PMT, c'est tout le temps le même montant chaque année. Puis là, il y a deux situations qui pourraient arriver. Bien, premièrement, on préfère jusqu'à N10. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que eux, ils ont le droit d'utiliser, mettons, leur privilège, leur bon, mais ils sont pas obligés. Fait qu'ils pourraient tout simplement décider jamais d'exercer leur composant de capitaux propres. Puis dans le fond, ben, tant qu'ils ne l'exercent pas, ben, on fait comme si c'était une dette qui était normale, dans le fond. À chaque année, on fait juste charge d'intérêt financier, crédit caisse pour le PMT. La différence entre les deux, ça fait varier la valeur comptable de la composante dette. Puis là, si, mettons, eux, ils n'exercent jamais, ben, on se rendrait au dernier N. Puis là, au dernier N, il y a tout le temps deux écritures. Celle ici, charge d'intérêt financier, crédit caisse, emprunt obligataire, soit au débit ou au crédit. Puis après ça, une deuxième écriture qu'on met la dette au débit, emprunt obligataire, puis au crédit caisse pour le paiement du EV, au dernier N. Ça serait si, mettons, la dette est jamais convertie. Eux qui ont le droit de la convertir en action ordinaire décident de jamais le faire, ben à la toute fin de la vie de la dette, il est trop tard, puis c'est comme si c'est une dette normale. Fait que, mettons, au dernier N, si eux, ils n'exercent pas, on arrive au dernier N, qu'est-ce qui arrive? Premièrement, l'écriture qu'on fait tout le temps en premier. Fait que charge d'intérêt financier, crédit caisse, puis emprunt obligataire, la différence entre débit et crédit. Puis après, il y aura une deuxième écriture, que ce serait, on paye le FV. Le FV, c'est la valeur nominale de l'emprunt obligataire. Fait que emprunt obligataire, il est supprimé. Fait qu'au débit, fait que ça, c'est la situation où on arrive à l'échéance d'une dette convertible puis que la composante de capitaux propres est jamais utilisée. Ils ont juste décidé de ne pas l'utiliser. Fait que emprunt obligataire, la composante dette au débit, que ça va être, sa valeur comptable va être rendue égale au future value, que c'est 150 000. Fait que 150 000. Aussi, vu que la composante capitaux propres n'est pas utilisée, on va la supprimer. On va mettre au débit la composante capitaux propres. On la supprime de nos livres parce que c'est sûr qu'eux, ils ne vont jamais l'utiliser parce que si eux n'utilisent pas la composante capitaux propres avant le dernier N, ils n'ont plus le droit de l'utiliser. La dette, elle n'existe plus. Ils n'ont plus le droit de l'utiliser s'il est trop tard. Fait que capitaux propres au débit. Mettons privilège ou bon. Ça dépend de l'énoncé, mais un des deux, privilège ou bon. On met leur valeur comptable qu'on avait calculée au début qui ne change jamais, fait que 6750. Puis ici, rendu valeur comptable. La valeur comptable doit être rendue égale au FV pour la composante dette à la fin. Puis là, on supprime l'un d'eux valeur comptable. On fait, dans le fond, le capitaux propre, lui, on le transforme en R&D. S'il n'est pas utilisé, on le supprime puis on met au crédit R&D le même montant. Puis pour la composante dette, lui, on paye le FV. Fait qu'on fait crédit caisse pour le paiement du FV. Fait que c'est 150 000. Fait que si la dette convertible, on la garde jusqu'à la toute fin, puis que eux qui avaient le droit d'exercer, ils l'exercent pas, on fait la première écriture normale, charge d'intérêt financier, crédit caisse, puis on fait une deuxième écriture, qu'on supprime la valeur comptable de la dette puis des capitaux propres, puis on transforme ça en crédit caisse, ça c'est le paiement de la dette, puis crédit R&D, c'est transformer le privilège, le capitaux propre en R&D. Fait que c'est pas mal tout pour
cette situation-là ou qu'eux, ils gardent jusqu'à la toute fin sans jamais exercer. Puis là, on a vu l'autre. Il y a d'autres situations. Il y a soit que la dette, on la garde jusqu'à la toute fin puis elle n'est jamais remboursée. Ça, c'est les deux écritures que je viens de marquer ici. Puis les deux autres situations, c'est soit qu'eux exercent avant le dernier N, fait que c'est en B ici, eux, ils ont exercé. On a supprimé la valeur comptable des deux composantes puis on a transformé ça en action ordinaire. Puis la troisième situation, c'est que c'est nous qui décidons de racheter notre dette convertible avant la toute fin. Fait que dans ce cas-là, on va devoir créditer la caisse, on paye de l'argent pour la racheter. On supprime la valeur comptable au débit des deux composantes. Puis là, qu'est-ce qui arrive par contre? C'est que quand on rachète, on crée soit un profit ou une perte relié à la composante dette puis à la composante capitaux propres. Fait que les deux comptes qu'on voit ici, c'est pour le profit ou la perte qui est relié à chaque composante. Fait qu'on a fait, quand il y a un rachat anticipé, c'est un tableau qu'on fait pour savoir le profit et la perte qui est relié à chaque composante, puis on vient les mettre dans l'écriture. En plus de la valeur comptable supprimée puis le crédit caisse le paiement. Fait que ça, c'est sûr, c'est lourd à dire comme ça, mais c'est ça, comme si quand tu vas réécouter le vidéo, tu prends en note les trois situations possibles qu'on vient de voir. Ben, le thème 3, c'est là-dessus. Il faut que tu maîtrises les trois situations, puis tu vas être capable de répondre aux questions à l'examen. Fait que c'est pas mal le plus important. Puis on peut... on a encore du temps. Fait que parfait. E13. Fait qu'une opération de restructuration. Ouais, ok. Ça, j'ai pas trop vu ça, mais on va voir ça pareil. Fait que effet, opération de restructuration. 1er janvier 2000, la société qui refinance obtient 871 000 lors de l'émission d'un effet à payer d'une valeur nominale de 1 million. Fait que là, on dit les variables pour la calculatrice financière pour pouvoir actualiser l'effet à payer. Fait qu'on les a toutes ici. Fait que là, ensuite, premièrement, je vais mettre les variables dans la calculatrice financière. Fait que là, 1er janvier 2000, on a obtenu 871 000. Fait que PV, c'est le montant obtenu. PV, fait que montant obtenu, c'est 871 647 $. Le FV, sa valeur nominale, fait que c'est 1 million. Ensuite, le N, c'est prend échéance dans 10 ans, fait que 10 ans. Taux contractuel 7%, ça c'est pour calculer le PMT. Fait que le PMT, c'est Future Value fois le taux d'intérêt nominal ou contractuel. Fait que 1 million fois 7% taux contractuel. Fait que 110 000. Fait que là, la variable qui manque, c'est I, le taux du marché. Puis là, il nous le donne. Ils disent que c'est 9%. Fait qu'on va vérifier si ça donne vraiment ça. Mais c'est supposé. Là, c'est comme s'il nous donnait les 5 variables déjà. Mais on va vérifier pareil. Fait que PV en négatif, 647. 1 million, valeur nominale, ça c'est Future Value. 10N. 70 000 PMT. Compute I. Ça donne 9%. Ben 9,02%, mais en tout cas 9% quand arrondi. Fait que ils nous ont bien donné ça. Ensuite, là, qu'est-ce qu'ils me demandent, c'est quelles sont les conséquences d'une restructuration pour refinance. Cette dernière applique les FRS. Fait que là, ça c'est... avant la renégociation. Ensuite, le 1er janvier 2002, créancier accepte de renégocier les effets, les modalités de l'effet à payer. OK. Fait que là, on va calculer avec les nouvelles variables. Fait que V, c'est encore N, 15 ans. PMT, c'est 7% fois le 1 million. Fait que c'est encore 70 000. Le PV puis le I. Fait que c'est ça, le I, il n'a pas changé. Fait qu'on garde encore, il n'en parle pas en bas, mais on garde le même taux d'actualisation. Fait que 9%. Fait
Fait que là, on veut savoir c'est quoi la nouvelle present value avec ces variables-là maintenant. Avec la renégociation. Fait qu'il faut les calculer. Ils ne nous donnent pas la réponse pour cette partie-là. Fait que 1 million FV. 15N. 110 000 PMT. 9% juste 9I. Compute PV. Donne 838 786 $. Fait que là, l'ancienne present value, c'était 871. Là, maintenant, c'est 838. Fait que là, ah, ok, parfait, je comprends. Fait que là, ça, dans le fond, ça, c'est la valeur actualisée de notre date de départ le 1er janvier 2000. Sauf que là, la restructuration elle a lieu, ben, on va comme changer notre dette, la renouveler le 1er janvier 2002. Il faut savoir, ça serait quoi le present value de notre ancienne dette à la date de la restructuration qui a lieu le 1er janvier 2002. Il faut comparer la valeur actualisée de l'ancienne dette avec celle de la nouvelle dette à la date de la restructuration, le 1er janvier 2002. Fait que le premier calcul en 1, c'est la valeur actualisée de la dette de départ, mais en date du 1er janvier 2000. Là, on veut savoir, cette ancienne dette-là, 2 ans plus tard, ce serait quoi sa valeur actualisée? Pour comparer cette valeur actualisée, ça, à la valeur actualisée de la nouvelle dette en date, à cette même date-là, 1er janvier 2002. Fait que la valeur actualisée, ce serait, on prendrait les mêmes variables dans la calculatrice financière, mais on mettrait 2 de moins dans n, vu que c'est 2 ans plus tard qu'on calcule. Fait que n, ce serait 8 au lieu de 10 ans. Le i, ce serait encore le 9% par année. PMT, encore 110 000. FV, encore 1 million. Là, on calculerait c'est quoi notre nouveau PV à cette date-là. Parce qu'on veut comparer la valeur actualisée de l'ancienne dette à la valeur actualisée de la nouvelle dette à la même date, à la date qu'on restructure la dette. Fait que 8N, 9I, 110 000, PMT. Ouais, exactement, c'est ça. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on restructure la dette, la valeur comptable qu'on a la journée de la restructuration avec l'ancienne dette, c'est 889. Puis là, si on restructure, la valeur actuelle, elle va devenir 838. Fait que là, la valeur actuelle, valeur comptable, elle va diminuer. On fait diminuer la valeur de notre dette vu qu'on restructure. Fait que là, l'écriture a passé. Le jour qu'on restructure, fait que écriture, le 1er janvier 2002, qu'on restructure cette dette-là, il faut amener la valeur comptable actualisée de l'ancienne dette à la date qu'on restructure, fait que 1er janvier 2002, 8,89, vers la valeur actualisée de la nouvelle dette à la date de la restructuration, fait que 8,38. Fait on fait baisser la valeur comptable de 889 000 moins 838. On va la faire baisser. Fait qu'on va mettre au débit la dette pour faire baisser sa valeur comptable. Fait que 50 517. Fait que ça, c'est quel type d'emprunt qu'on a? Effet à payer. Fait que l'effet à payer, c'est la dette en question. Fait qu'on la met au débit. De l'écart entre les deux pour amener ça à la nouvelle juste valeur, donc de la nouvelle dette. Fait que 50, 517. Puis au crédit, vu que c'est l'écart il est au crédit, ça va être un profit.
Puis vu que c'est un profit ou une perte qui est relié à un actif financier ou passif financier, ça va affecter le résultat net. Fait que 50, 517. Fait que c'est vraiment juste de faire les étapes que j'ai faites. La première étape, c'était savoir c'est quoi la valeur actualisée de l'ancienne dette au départ, sa valeur actualisée le jour de la restructuration, puis c'est quoi la valeur actualisée de la nouvelle dette. Puis là, il faut mener la valeur actualisée de l'ancienne dette, 8,89, vers la valeur actualisée de la nouvelle dette, 8,38, puis faire l'écriture. Fait que c'était tout. Fait que ça, c'est fait. Ensuite, le S16. Fait que, ici, un règlement anticipé. Fait qu'il y a un règlement anticipé, ça c'est la situation qu'on rachète une dette avant la fin de sa vie. Ouais, fait qu'il y aura un rachat anticipé puis une restructuration. Fait que rachat anticipé, 1er avril 2003, on doit 200 000 plus 20 000 d'intérêts courus à Société Fortin. Il s'agit d'un effet à payer. Avec un taux contractuel, ça c'est pour calculer les PMT de 10%, égal au taux du marché, fait qu'il va être dans le fond émis au pair, fait qu'il est 10% aussi, lors de l'émission en 2000, qui vient échéance le jour même. Fait que les intérêts sont payables les 31 mars de chaque année. Fait que là, on nous demande de faire. Fortin accepte de reporter la date d'échéance au 1er avril 2005 à condition que la pierre paie aujourd'hui les intérêts courus. Les intérêts de la période seront calculés au taux initial de 10%. OK. On va lire la réponse A. Ça dit que normalement, une modification non substantielle donne lieu à un changement d'estimation comptable, en vertu de laquelle on ramène le passif à la valeur actualisée des flux de trésorerie révisés avec les nouvelles informations, en utilisant le taux d'intérêt effectif initial comme taux d'actualisation. Fait que là, ici, question A, c'est... En fait, ils me disent... pour chaque situation, enregistrer l'écriture requise dans les livres. Fait que... Ouais. Fait qu'ici, il fallait... À la date... Ici, on aurait fait le calcul. Ouais. Fait que le jour qu'on restructure, ils veulent qu'on paye les intérêts courus. Puis les intérêts courus, c'était 20 000 la date qu'on rachète. Fait que des intérêts courus à payer, c'est un passif. Fait que pour le supprimer, il faut mettre le montant au débit. Fait que intérêt à payer, c'est le passif qu'on met au débit pour supprimer les intérêts à payer qu'on doit rembourser. Ils veulent qu'on les rembourse le jour. Fait que ils veulent qu'on paye les intérêts à payer, fait qu'on les met au débit, puis au crédit caisse parce qu'on les paye. Fait que c'est l'écriture ici pour supprimer les intérêts courus. Puis dans le fond, la raison pourquoi que ici, à la restructuration, on ne fait pas comme à l'exercice précédent qu'on a ajusté la valeur actualisée de l'ancienne dette vers la nouvelle, c'est à cause que vu que notre dette est au pair, le taux nominal est égal au taux du marché, le present value, il va être égal tout le temps au future value. Fait qu'il n'y aura pas d'ajustement à faire avec le temps. Sinon, on aurait fait l'écriture d'intérêt à payer, crédit caisse, plus on aurait fait une autre écriture comme celle de l'exercice précédent, qu'on a ajusté la valeur comptable de l'effet, de la dette, puis on a créé soit une perte ou profit, selon l'écart il est de quel côté. Fait que la raison, c'est à cause que le taux du marché puis le taux contractuel des intérêts sont identiques, fait qu'il n'y a pas d'ajustement de la valeur comptable à ce moment-là. C'est la raison. Fait que ici, ça dit que s'il y a une modification reliée à une dette qui est substantielle, on doit la décomptabiliser. Fait que ici, au point A, ça dit que c'était n'est pas substantielle la modification, mais si la modification reliée à la dette est substantielle, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est qu'on décomptabilise l'ancienne dette. Puis qu'on comptabilise la nouvelle dette en même temps. On ne fait pas juste comme ajuster la valeur comptable. On supprime l'ancienne. Fait qu'au débit, c'est ici l'ancienne. On supprime les intérêts à payer, qui sont reliés à l'ancienne. Fait que la valeur actualisée, la valeur comptable, dans le fond, de l'ancienne, c'est tout le temps égal au future value, vu que c'est mis au pair. Fait que c'était 200 000 le future value.
Fait qu'on supprime sa valeur comptable qui est égale au future value en tout temps à cause que les taux d'intérêt contractuel est égal au taux du marché, le I. Fait que c'est 200 000 la valeur comptable dans le fond qu'on supprime. On supprime les intérêts à payer qui étaient courus à cette date-là, 20 000. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Vu que la modification reliée à la dette est substantielle, on vient créer une nouvelle dette, crédit effet payé. Fait que on calcule c'est quoi la valeur actualisée de effet à payer. Puis là, c'est en 1 ici. Fait que là, il faut prendre les variables qui nous donnent de la nouvelle dette pour calculer c'est quoi la nouvelle juste valeur de notre dette. Puis on va comptabiliser une nouvelle dette au crédit après avoir supprimé l'ancienne dette au débit puis les intérêts courus au débit. Fait que la nouvelle dette, ce serait N. Il dit qu'il resterait 2 ans d'échéance, que le taux du marché à cette date serait 12%, fait que I, 12%. Là, le future value, ils ne disent pas que ça change, fait que c'est encore 200 000. Ils ne donnent pas d'informations là-dessus. Ensuite, le PMT, qui c'est dans le fond le future value fois le taux nominal, le taux d'intérêt contractuel, c'est 4% le taux contractuel. Fait que 200 000 fois 4%, ça va être notre nouveau PMT. Fait que 8 000 PMT. Fait que là, la seule variable qui nous manque, c'est quoi le nouveau PV de notre nouvelle dette qu'on va comptabiliser. Vu que la modification reliée à la dette est substantielle selon l'énoncé, on supprime l'ancienne dette, on en comptabilise une nouvelle, puis on la comptabilise la nouvelle à sa present value. Fait que sa present value, c'est avec les nouvelles variables, ça serait, on va le faire. « 172 959. » Fait que là, ça, c'est la nouvelle valeur actualisée de la nouvelle dette. Fait qu'on comptabilise au crédit effet à payer la nouvelle dette 172 959 à sa valeur actualisée. Vu que la modification reliée à l'ancienne dette est substantielle, on supprime l'ancienne complètement, on en comptabilise une nouvelle au crédit. Puis là, l'écart entre les débits et les crédits, entre l'ancienne dette puis les anciens intérêts plus au crédit la nouvelle dette, l'écart entre les deux, profit. Vu que l'écart est au crédit, c'est un profit. Si ça avait été un écart au débit, on aurait mis perte. Fait que ça, c'est quand c'est une modification substantielle, on supprime l'ancienne dette, on comptabilise la nouvelle. Puis si l'écart entre les deux, ben, si c'est un écart au débit, perte, écart au crédit, profit. Puis si, quand c'est non substantiel, ben, il fallait juste ajuster la valeur comptable. Faire comme si c'était la même dette, elle n'a pas changé. Si la modification est substantielle, on supprime la dette, puis on en comptabilise une nouvelle. Fait que c'est ça qu'il faut retenir surtout. Puis il y aura un écart entre les débits et le crédit, ben ça sera soit perte ou profit qui va affecter l'état des résultats. Fait que ça, c'est pour restructuration de la dette. Oh, P3, il a l'air pas mal long, on va le checker. Puis, c'est ça. Mais là, en ce moment, on a vu le plus gros de la matière du thème 3. Fait que là, qu'est-ce qu'on va voir maintenant dans les exercices qui vont suivre? Ça va être de la répétition de qu'est-ce qu'on a pratiqué pas mal. On a vu presque toute la matière qui est reliée au thème 3. Fait que le restant, ça va juste nous pratiquer davantage. Fait que là, ici, l'exercice, c'est on émet des obligations. Fait que là, ils nous disent des informations. Fait que là, le premier réflexe à faire, c'est tout le temps de calculer c'est quoi les variables dans ma calculatrice financière, pour savoir c'est quoi le present value. Fait que là, mettons, 31 août 2000, on émet 10 000 obligations avec une valeur nominale unitaire de 1000 $. Fait que future value, ça va être la valeur nominale de toutes les obligations. Fait que ça serait 10 000 obligations émises fois 1000 $ chaque. Fait que ça ferait 10 millions. Ensuite, N, ça c'est le nombre de périodes. C'est pas tout le temps d'années. Ici, c'est le PMT, les taux contractuels d'intérêt sont payables à chaque semestre, fait que c'est à chaque 6 mois. Puis là, ça dit que ça prend échéance dans 20 ans, mais vu que les paiements sont à chaque 6 mois, il n'y a pas 20 périodes, il y en a 40. 40 périodes qu'on va payer le PMT. Fait que 40. 40 semestres dans le fond. Ensuite, le I, c'est le taux d'actualisation. Fait que là, on a un taux d'actualisation
Ok, il est marqué dans la question A, je le trouvais pas. Fait que là, ça dit que le taux de rendement semestriel, c'est de 5%. Fait que là, c'est le I. Il est marqué dans le A. Il était pas dans l'énoncé, c'est pour ça. Fait que 5% par semestre. Je me demandais, là. Il était pas là. Fait que là, ok, ça. Là, le PMT, c'est le future value fois le taux nominal. Ben, le taux contractuel semestriel. Fait que ça serait le 10 millions fois. Il va être marqué ici 3%, taux contractuel par semestre, 3%. Fait qu'il est déjà ajusté par semestre, fait que 300 000. Là, il nous manque juste c'est quoi le compute PV. C'est quoi la valeur actualisée de qu'est-ce qu'on émet. Fait que on va le faire sur la calculatrice financière. 10 millions FV. On a 40 semestres, donc 40 N pour 40 périodes de 5 I. 300 000 PMT payable à chaque 6 mois, chaque N. Fait que ça donne compute PV. 6 568 et 183. Fait que là, qu'est-ce qu'on avait vu à la fin de la dernière séance, c'est que je disais que quand il y a des coûts de transaction reliés à un passif financier qui est évalué au coût, c'est presque tout évalué au coût. Quand c'est pas marqué, c'est de quelle façon que le passif financier est évalué, ça veut dire que c'est au coût. Parce que c'est presque tout le temps au coût. Ça peut être aussi à la juste valeur par le biais du résultat net, mais ça sera tout le temps presque au coût. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que les coûts de transaction, ils vont faire modifier le I, puis le PV. Fait que là, ça c'est la valeur actualisée avant de considérer les frais de transaction. Puis là, les frais de transaction, c'était 194 750 les coûts d'émission qui ont été payés avant l'émission, le 31 juillet 2000. Fait que le 31 juillet 2000, avant l'émission des obligations, on a payé d'avance les coûts d'émission, frais d'émission. Fait que les charges payées d'avance, c'est un actif. Fait que ça va au débit. Puis, quand on les paye, ben, c'est tout le temps crédit caisse. Fait que là, ils me disent qu'ils ont payé ça. Des frais d'émission, ils ont payé d'avance à 194 750. Puis, 31 juillet, c'est ce qu'ils ont fait. Puis après ça, en août, le mois suivant, là, ils ont fait l'émission. Fait que 31 août. Ils ont fait une émission qu'ils ont reçu caisse de 6 568 et 183 à l'émission. Montant reçu, la present value. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on va ajuster la valeur actualisée. Parce que la valeur actualisée, ça doit être le present value moins les frais de transaction. Fait que 6 568 moins 194 750, ça va être la present value de notre passif financier. Parce que les frais, d'habitude, si on le comptabilise en une seule écriture, dans le fond, les frais sont payés en même temps. Les frais, on ne met pas au débit frais, charges d'émission. Vu que c'est un passif financier au coût, on englobe le coût dans la valeur comptable du passif financier, fait que ça fait diminuer sa valeur comptable. Fait que là, la deuxième écriture, ça serait... Ici, c'est emprunt obligataire au crédit. Puis en même temps, on supprime les frais payés d'avance. Qu'est-ce que c'était un actif? Fait que emprunt obligataire, frais payés d'avance 194 750. Puis la valeur actualisée après considération des frais de transaction, ça va être il va être plus bas du montant des frais de transaction, fait que 6 373 000. Fait que là, une fois qu'on sait c'est quoi le nouveau present value qui est ajusté des frais de transaction, il faut recalculer c'est quoi le nouveau taux d'intérêt I, effectif. Parce qu'il va avoir changé. Vu que le PV a changé, le I va changer en conséquence. Fait que toutes les variables vont être pareilles sauf le PV dans la calculatrice. Le I, c'est qu'est-ce qu'on va rechercher.
PV ajusté. OK. Avec PV ajusté, c'est ajuster les frais de transaction. Fait que il est ici. Le PMT, il ne change pas. Le I, c'est qu'est-ce qu'on cherche. Le N, il ne change pas, 40 semestres. Le FV, il ne change pas, c'est la valeur nominale totale. Fait que c'était 10 millions. Fait que là, il faut calculer maintenant c'est quoi le nouveau I ajusté. Fait que ça serait... On va le faire dans la calculatrice. Ça donne un nouveau I de 5,16%. Nouveau taux d'intérêt effectif. Fait que là, on va voir qu'est-ce qu'eux nous demandaient de faire. Fait que là, ils ont fait les deux écritures 31 juillet puis 31 août 2000. Fait que ça, c'est les deux écritures que je viens de faire ici. Ensuite, les calculs. Là, ici, il fait un tableau d'amortissement de la dette emprunt obligataire. Puis après ça, ils font les autres écritures que c'est à chaque semestre. Fait que là, les paiements du PMT, c'est à chaque 28 février puis à chaque 31 août. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un paiement d'un PMT qui ici, c'est à chaque 6 mois, il faut faire une écriture. Fait ils ont fait à chaque moment de paiement. Fait que, dans le fond, il faut faire des écritures à chaque moment qu'on paye, chaque PMT, puis aussi à chaque clôture. Fait que là, il y a les écritures 31 décembre 2000, parce que c'est une clôture de 2000, fait qu'il y a une écriture. En 2001, il y a le 28 février puis 31 août qu'on paye les PMT. Fait qu'à ces moments-là, il faut faire des écritures. Puis là, la prochaine clôture, c'est 31 décembre 2001, fait que là, il y a une écriture aussi. Fait qu'il y a 3 écritures par année, à chaque paiement, puis aussi aux clôtures des 31 décembre. Ouais. Fait que, ouais. Pour celui-là, je vais pas le faire, parce que c'est beaucoup de temps. Mais ça, si tu veux prendre en note que c'est un très très bon exercice pour pratiquer cela. Il est plus difficile que les autres parce que vu que les paiements des PMT, c'est pas à chaque année, puis ils sont pas au 31 décembre, tu sais, quand le paiement du PMT c'est à chaque 31 décembre, c'est pas pire. À chaque 31 décembre, il y a juste une écriture à faire. Mais ici, il y a 3 écritures à faire pour chaque année. Fait que ça mélange un peu, puis c'est plus difficile, mais c'est une très bonne pratique. Puis aussi, ils ont fait le tableau d'amortissement de la dette. Ça, c'est pas nécessairement l'examen, mais c'est une bonne façon de comprendre comment que la valeur comptable elle bouge à chaque paiement de PMT ou à chaque clôture. Fait qu'il il est très pertinent quand même, mais il serait trop long à faire. Fait que c'est bon à voir si tu as le temps. Fait que le P3, c'est pas mal ça. Là, je pourrais continuer avec P5. Ouais, celui-là, il a l'air pas trop long. Ok, parfait. Fait que P5, là, c'est un rachat anticipé. Fait que rachat anticipé, qu'est-ce qu'on sait? C'est que rachat anticipé. Ok, on va lire l'énoncé. 1er septembre 2007, l'entreprise a fait un effet à payer de 162 500 qui est supposé être remboursable au 1er octobre 2007, le principal, et dont les intérêts au taux contractuel de 0,67% par mois seront versés le dernier jour de chaque mois. Fait que PMT end. Puis, puisque l'entreprise a de la difficulté financière, elle conclut une entente avec un nouveau prêteur prêt à tout. En vertu de cette entente, prêt à tout assumera la responsabilité de l'ancien effet à payer en contrepartie des 3 éléments suivants. Fait que là, ok, cet exercice-là, c'est pas un rachat anticipé normal. C'est vraiment... il faudra le comptabiliser exactement de la façon que lui nous demande de le comptabiliser. Parce que lui, dans le fond, c'est pour nous sauver de la faillite. Il va nous demander de faire répondre à sa demande qu'il faudra comptabiliser 3 éléments. Fait qu'ici, c'est peut-être moins sujet à examen celui-là, vu que c'est une situation assez particulière, mais on va voir comment on le comptabiliserait, mettons. Fait que là, dans le fond, c'est qu'est-ce qui se passe, c'est que
ici, c'est pas un rachat anticipé. En fait, c'est que on transfère notre dette à quelqu'un, que lui, il va s'occuper de notre dette, puis ouais, c'est ça. Puis nous, dans le fond, on fait juste comptabiliser l'écriture qu'il nous demande en échange. Puis on supprime notre dette. Fait que là, ici, effet à payer au débit. On supprime la valeur comptable que c'était mentionné au début. 162 500, c'est la valeur comptable. Fait que là, vu que la dette, c'est plus nous qui a la responsabilité, c'est lui avec qui on fait affaire, prêt à tout. On la supprime de nos livres, puis lui, dans ses livres, il va la comptabiliser en crédit comme une dette. Fait que là, ici, pour le restant de l'écriture, il faut regarder les 3 points. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il prend notre dette en compte, mais en échange, il veut quelque chose. Fait que là, premier point, nous, on doit lui transférer un placement en action qui est classé JVBRN, qui a un coût de 20 000, figure dans les livres à sa juste valeur de 80 000. Fait que là, il faut le supprimer de 80 000. Parce que dans le fond, un placement en action JVBRN, on doit toujours, premièrement, l'ajuster à sa juste valeur avant de le vendre. Parce qu'on veut tout le temps que la valeur comptable soit la juste valeur. Mais là, ça dit qu'en ce moment, dans les livres, il est déjà à sa juste valeur de 80 000. Fait que la valeur comptable il est déjà à sa juste valeur. Fait que pour le supprimer, on va mettre 80 000. Il n'y a pas de profit à comptabiliser parce qu'il est déjà à sa juste valeur. Fait que ça, c'est fait. On le supprime, on le met au crédit. Fait que ça, c'est pour le point 1. Point 2, on doit y donner, après tout, 37 500 de ses comptes clients. Puis dans les comptes clients, il existe une provision pour correction de valeur de 2500 à l'égard des comptes transférés. Fait qu'au net, la valeur comptable des clients, c'est 35 000. Fait que là, vu qu'on transfère deux choses, il faudra supprimer nos livres les deux choses. Premièrement, on a au coût des comptes clients de 37 500. Fait que crédit client, 37 500. Puis aussi, une provision, d'habitude, pas toujours, pas d'habitude, je veux dire, mais toujours. Une provision, c'est créditeur, ça va au crédit. Fait que là, si on supprime les clients, on doit supprimer la provision qui est rattachée au client qu'on a supprimé. Fait au débit, vu que c'est un passif, une provision, on va la supprimer de nos livres en la mettant au débit. Provision pour correction de valeur client, 2500, c'est le montant qui est mentionné ici. 2500. Fait que ça, c'est pour le point 2. On a mis au débit provision, qui est relié au client, 2500. Puis crédit client, ben, le coût, 37 500 total des clients. Ensuite, point 3, on devra émettre de nouvelles actions de juste valeur estimée de 25 000. Fait que là, on va créditer action ordinaire de 25 000 ou capital social, 25 000. Puis là, ici, vu que il n'y a pas de composante capitaux propres, c'est une dette normale. Il y aura juste un profit ou une perte relié à la composante passive. Fait que ici, on fait le total des débits, on fait le total des crédits. Puis là, pour égaliser, il faut rajouter un montant au crédit de 22 500. Fait que ça veut dire que relié à cette dette-là qu'on s'est supprimée, on a fait un profit de 22 500. Fait que les conditions que Prêt à tout nous a données étaient avantageuses. Fait que ça fait qu'il y a un écart au crédit. Fait qu'on met profit. Fait que c'est pas mal tout. Dans le fond, ça c'est l'écriture. Le jour que eux, Prêt à tout puis notre entreprise, on fait une entente, puis c'est lui qui décide s'il veut, mettons, nos comptes clients, qui a une provision dessus, nos placements, puis des nouvelles actions. Puis en échange, il va se charger de notre dette, fait qu'on la débite pour la supprimer, la valeur comptable. Puis il y a un écart entre les débits et crédits, fait que ça va au crédit, profit. Fait que pour ça, est-ce que tu avais des questions pour cet exercice-là, le problème-là? Ok, super. Fait que ça, c'est une situation qui est atypique. Là, c'est pas une situation fréquente, mais en tout cas, si c'est lui qui décide ces modalités-là, ben on va comptabiliser de cette façon-là. Ok, P6, c'est un rachat anticipé. Fait que ça, c'est. Ouais. Fait que là, tu vois que, comme je te disais tantôt, les exercices, là, ça va répéter les sujets qu'on a vus. On a tous vu pas mal. Fait que ça va être répétitif, mais ça va aider pour la répétition, apprendre. Ouais, fait que c'est une bonne chose quand même. Fait que là, encore une fois, c'est un rachat anticipé, ça veut dire qu'on rachète une dette ou une dette convertible avant la fin, avant le dernier N. Fait que là, on aura le temps de le faire, on va y aller vite. Fait que, à la suite d'un encaissement inattendu, la société La Prairie a fait un rachat anticipé de 2 emprunts obligataires. Fait que là, ici, il y aura deux exercices dans le P6, dans le fond. Fait que là, situation 1.
la société a racheté les obligations qui avaient été émises le 1er mars 2005 pour un montant net de 433 907. Puis que ce montant, il inclut les coûts d'émission. Fait que ça, c'est le PV ajusté. Ces obligations avaient une valeur nominale de 500 000 et étaient associées au le taux nominal, taux d'intérêt contractuel de 8%, puis que le PMT était payable le 28 février de chaque année, puis que l'échéance, en date de l'émission 1er mars 2005, c'était 20 ans du point de vue de cette date-là. Puis là, en ce moment, on est rendu le 1er mai 2009, fait que plus ou moins 4 ans plus tard. Pour acheter cette obligation, c'est prendre une clause de rachat qui disait que si on rachète, on doit payer 104% de la valeur nominale. C'est le prix qu'on va faire crédit caisse si on rachète. Plus les intérêts courus depuis le dernier versement, plus le PMT couru. Fait que c'est le montant qu'on va mettre total dans le crédit PMT si on rachète. Fait que là, ça dit la société évalue ses obligations au coût amorti, enregistrer les écritures requises pour la comptabilisation du rachat anticipé de ces obligations-là. Fait que, point 1. Fait que là, premièrement, là on fait la situation 1. On va voir le jour que ça l'avait émis, 1er mars 2005. Fait que là, 2005, excuse-moi. Fait que là, on va mettre les variables dans la calculatrice financière parce que là, ici, ils nous disent toutes les variables sauf le taux du marché, le taux d'actualisation. On les a pas. Fait que là, premièrement, N, c'était 20 ans, okay, c'est marqué. Le FV, c'est valeur nominale 500 000. Ensuite, PMT, c'est la valeur nominale fois le taux contractuel. Fait que 500 000 fois taux contractuel de 8% donne 40 000. N, FV, PMT. Là, il manquerait PV. Puis après, ça serait Compute I pour le taux d'actualisation, taux effectif. Fait que comme le PV, on les a émis pour un montant net de 433 907 qui inclut les coûts d'émission. Fait que ça, c'est le PV ajusté. C'est celui qu'on veut. PV ajusté. Fait que c'est 433 907 le montant qu'on a reçu au net des frais de transaction. Puis là, ça, on fait le Compute I. On va savoir c'est quoi le taux effectif d'actualisation. Fait que 20N. Le PV, on le met en négatif dans la calculatrice. Fait que 433 907 en négatif PV. Puis après ça, les autres variables en positif. Juste le PV en négatif. 40 000 PMT. 500 000 valeur nominale en Future Value. Compute I, ça donne 9,50% de taux d'actualisation, taux effectif. C'est la variable qui ne donnait pas dans l'énoncé pour le point 1, c'est pour ça qu'on la calcule. Ensuite, encore, ça c'est le point 1. Parfait. Fait que ça c'est fait. Là ensuite, eux ils ont fait un tableau d'amortissement de cette dette-là. On n'est pas obligé de le faire, mais encore une fois, c'est pertinent pour la compréhension puis pour pratiquer. Fait que, si, mettons, je voudrais le faire, ouais, ça va être trop long. Parfait. Fait que là, dans le fond, ici, 1er mai 2009. OK, fait que là, on va juste faire l'écriture, dans le fond, 1er mai 2009. Fait que là, faites les écritures pour la comptabilisation du remboursement anticipé de ces obligations-là. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire? Le rachat anticipé. Ben, premièrement, ici, le prix, ça va être 104% de la valeur nominale plus les intérêts courus depuis le dernier versement. Puis là, le rachat, il est le 1er mai. 1er mai 2009. Puis là, le dernier encaissement de PMT, c'est le 28 février de chaque année. Fait que janvier, février. Fait que le 28 février, depuis le 28 février, il s'est passé janvier, février, mars, avril, mai. Fait que c'est passé 3 mois d'intérêt couru. Depuis le 28 février 2009. Fait que là, premièrement, il y a 3 mois d'intérêt couru.
depuis le dernière écriture qu'on a ajusté charge d'intérêt financier puis crédit caisse pour PMT. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer une charge d'intérêt financier pour 3 mois. Puis intérêt à payer, c'est le PMT couru pour 3 mois. Fait que là, ici, on est... Fait que la valeur comptable précédente, si on fait toutes les écritures avant le 1er 2009, la valeur comptable avant de faire cette écriture-là, au 28 février 2009, c'est de 439 532. Puis ça, c'est utile pour calculer la charge d'intérêt financier, que c'est la valeur comptable précédente fois le taux d'intérêt effectif. Fait que charge d'intérêt financier, ça va être valeur comptable fois le I, fois il s'est passé combien de temps depuis la dernière fois qu'on les a ajustés? Bien, il s'est passé 3 sur 12. Dans le fond, c'est mars, avril. Ah non, c'est au 1er mai. Fait que c'est 2 sur 12. Le mois de mai, il n'est pas fait au complet. Fait que c'est 2 sur 12 mois de couru. Fait que ça serait 439 532 fois le taux effectif qu'on a calculé, 9,50%, fois il s'est passé 2 sur 12 mois. Fait que ça fait 6559 charges d'intérêt financier couru. Puis là, ça va être pas crédit caisse, ça va être crédit intérêt à payer, que ça, c'est le PMT couru. Fait que là, ici, le PMT, c'est 40 000. Fait que le PMT 40 000, c'est à chaque 12 mois qu'on le paye, ce montant-là. Mais là, il s'est passé juste 2 mois depuis le dernier paiement. Fait que c'est comme si on avait gagné 2 sur 12 du 40 000. Fait que intérêt à payer au crédit. Mais en fait, à payer, que lui a gagné, mais que nous, on devra payer. Fait que les intérêts courus sur le PMT, c'est 6 667. Puis la différence entre les deux, ça fait varier la valeur comptable de la dette rattachée. Ici, c'est un emprunt obligataire. Fait que EO. La différence entre les deux, au crédit, ça fait augmenter la valeur comptable. Fait que 293. Fait que là, ça, c'est la première écriture pour le rachat anticipé qui est faite au milieu d'un exercice. Puis là, ensuite, une fois qu'on a comptabilisé les courus, là, on va pouvoir comptabiliser le rachat anticipé. Fait que crédit caisse, c'est le montant qui est payé. Le montant qui est payé, ça dit que c'est 104% de la valeur nominale plus les intérêts à payer courus. Fait que ça, valeur nominale plus les intérêts à payer courus, PMT couru de 6667. Fait que ça va être 6667 plus 104% fois le future value, que c'est 500 000. Fait que ce serait le montant payé total, crédit caisse, 526 000. Mais peut-être ça serait mieux de le regarder plus en détail au prochain. Etc. Ben, ouais, parce que là, en ce moment, je veux pas te perdre non plus. Cet exercice-là, ce que je vois, il est quand même difficile, puis faut quand même prendre notre temps pour faire les étapes, parce que c'est ça. Sinon, c'est difficile de faire le suivi, mais ouais, on peut arrêter ici si tu veux, puis reprendre plus en détail pour le prochain.